En arrivant à Montréal, moi, je ne me doutais pas qu'on était au milieu d'une vague de répression aussi importante. Je m'appelle Ross Higgins. J'ai été chargé de cours à l'UQAM et à Concordia pendant longtemps. Et j'ai été impliqué dans les mouvements gays depuis mon arrivée à Montréal en 1975. Moi, j'étais à la campagne et à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de journaux gays, on n'avait rien. Il n'y avait pas de source d'information à part les livres de psychologie. Et c'était très, très, très difficile à faire son coming out, à sortir du placard parce qu'on ne savait pas à qui se référer. À la fin de... Tu sais, quand j'ai eu 20 ans, j'étais toujours très coincé. Je venais d'un petit village, j'avais été élevé dans l'église protestante et tout ça. Moi, j'ai fait mon coming out à Toronto en 72. À Toronto, si on se promenait sur Yonge Street ou dans le centre, près des bars gays, on se faisait crier par les jeunes qui passaient dans les autos, homophobes. Il y avait, je pense, 8 bars gays. À Montréal, il y en avait 40. Alors, c'était tout un milieu très différent. J'ai commencé à militer à Toronto en 73, puis ensuite à Montréal en 76. J'ai été chanceux que je suis tombé dans une vague de répression d'une certaine façon parce que ça m'a permis de contribuer à la société qui m'a bien accueilli. Une des choses les plus importantes que j'ai fait à Montréal par rapport au militantisme, c'était de faire partie du collectif qui gérait la librairie qui s'appelait d'abord Androgyny Bookstore, qui était uniquement en anglais. Et vers la fin, en 1977, on a commencé à avoir des participants francophones et on a adopté le nom Librairie L'Androgyne. C'était à peu près la seule place où les lesbiennes et les hommes gays travaillaient ensemble. Il y avait aussi des femmes féministes. C'est surtout avec le contact avec les femmes à L'Androgyne qu'on a commencé à dire lesbiennes and gay. Les années 70, c'était en fait la continuité avec les années 60 qui avaient vu la révolution sexuelle et toutes sortes de changements dans la société. À la fin juin 69, le Parlement canadien a finalement adopté le Bill Omnibus qui a décriminalisé l'homosexualité au Canada. C'était la même fin de semaine que les émeutes du Stonewall à New York, qui sont considérés comme le début du mouvement de libération gay à l'époque. Le Bill Omnibus a créé un changement d'atmosphère chez nous. On peut changer une loi sans changer les mentalités et surtout pas changer les mentalités des policiers. Il y a eu toute une série de descentes dans les années 70, aussi parce que c'était une époque de répression. Des leaders, des églises, des avocats, des psychiatres, toutes sortes de monde se croyaient complètement libres à dire les pires affaires sur les homosexuels. C'était comme la bestialité pour eux, des choses comme ça. Alors, on avait beaucoup de chemin à faire. Je faisais partie du groupe homosexuel d'action politique. C'était vraiment ma première implication à Montréal à partir de l'automne 75, quand je suis arrivé. Il y avait descentes, arrestations constamment. Et au printemps de 76, juste avant les Jeux olympiques, ils ont fait une grande descente au sauna Neptune sur la Gauchetière. Ils ont arrêté 70 hommes. Ils les ont accusés de prostitution et toutes sortes d'affaires. Et on a fait des assemblées publiques. D'abord, il y avait la création d'une coalition gay anti-répression, le CHAR. Et on a convoqué des assemblées publiques à McGill. Il y avait 150 personnes qui sont venues. C'était vraiment le départ du militantisme à grande échelle à Montréal. Et il y en avait toutes les semaines. C'était arrestation,
sauna, bar et tout. C'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas s'imaginer, le niveau de la répression. Sans aucune raison, on était vu comme une menace à la sécurité d'État. On se faisait espionner constamment. C'était comme l'époque juste après le FLQ, puis le mouvement syndical, toute la montée du PQ, c'était très, très, très tendu. Les policiers s'amusaient à aller chercher des tapettes à tabasser. Il y avait un club sur Dorchester à l'époque qui s'appelait le Tapis Rouge. Des officiers de la police qui allaient en arrière avec le gérant et sortaient avec des sacs pleins de bouteilles d'alcool. La répression et la corruption allaient de pair à l'époque. Mais c'était aussi, tu sais, juste la violence contre nous. Avec la descente du Trucks, quand ils ont arrêté 145 personnes environ dans un club sur la rue Stanley. La nuit suivante, il y a eu une manifestation de 2000 personnes qui ont bloqué l'intersection de Stanley et Sainte-Catherine et la police était legit tenté de contrôler la circulation au centre-ville un samedi soir. Mais dans les journaux, pour la première fois, il y avait une condamnation universelle de l'action de la police. Et ça marquait un changement radical. Ça a créé une explosion de militantisme, si on veut, dans les groupes à l'époque. La DGQ a passé rapidement à avoir des centaines de membres. Et il y avait un intérêt, il y avait beaucoup de l'énergie. Parce que la mentalité chez les gays avait radicalement changé depuis les années 60. C'est là qu'on voit émerger les premiers moyens de communication. Il y avait toute une série de tabloïds. Ils donnaient des informations sur ce qui se passait dans les mouvements qui se créaient à l'époque. On a créé des institutions comme la librairie L'Androgyne, il y avait Gay Montréal, il y avait des danses immenses. Il attirait jusqu'à 2000 personnes à danser à McGill. C'était les plus grosses danses en Amérique du Nord à l'époque. Et les gens venaient de partout. Montréal avait toujours la réputation de party town. Alors, on en a profité. J'ai commencé à fonder les archives gays avec Jacques Prince en 1983. Mon implication était très, très intime parce que les archives étaient chez nous pendant les 10 premières années. Et ensuite, j'ai décidé qu'avec tout le matériel que j'avais accumulé sur l'histoire de l'homosexualité à Montréal, il faudrait peut-être faire ça dans un cadre plus structuré. Alors, je me suis inscrit en anthropologie au doctorat à l'automne 87 et ensuite est arrivée la crise du sida. Une fois que j'ai terminé le doctorat, mon ami Tom Moy avait déjà créé un cours sur le sida et ça a donné lieu à une série de cours sur la sexualité à l'Université Concordia. Et ça a très, très, très bien marché, le cours que j'ai monté sur le sida. Les gens disaient, c'est pas un cours, c'est une expérience de vie. Mais tout a changé en 95-96 avec l'arrivée des trithérapies. Mais ça a donné lieu à tout un phénomène auquel on ne s'attendait pas, parce que les jeunes croyaient que c'était fini. Et que c'est là que le barebacking a commencé. Pour le reste, aujourd'hui, on a changé beaucoup parce que avec la vague queer, la montée de la révolution trans, qui a totalement remis en question toute la dualité, la binarité des genres et des sexes. Et ça a amené à un nouveau discours qui est beaucoup plus complexe et qu'on a multiplié. Maintenant, on a les personnes bispirituelles, les asexuels, les bisexuels, les trans, les queers et les lesbiennes et les gays, les intersexes. Et en tant qu'anthropologue, j'ai toujours été très inclusif. Le premier livre que j'ai fait de la clandestinité à l'affirmation était en fait un chapitre
de ma thèse sur l'histoire des mouvements gays à partir des conversations que j'ai eues avec cette trentaine d'hommes qui ont vécu dans les années 50, même jusque les plus vieux étaient à Montréal dans les années 30. Alors, il y a beaucoup d'histoires que j'ai encore à mettre devant le public et surtout de souligner ce silence qui nous entourait à l'époque. Il ne faut pas qu'on reste sous le silence. Il faut dire, il faut écrire. Il y a des changements en cours qui ne sont pas nécessairement favorables au maintien de toutes nos libertés. Donc, il faut toujours veiller sur les libertés.